Bonjour à tous. Alors, je suis un peu tout seul pour l'instant parce que Monique, qui va nous parler de design fiction, a un problème avec son ordinateur pour que le son passe. Donc, elle est en train de changer de navigateur. Donc, je vais faire un peu d'attente, gérer tout ça en attendant que Monique arrive. J'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou dans le chat pour discuter. Je peux pas, voilà, peut-être Monique qui arrive, ça c'est une bonne nouvelle. J'espère que le son marche. Ah, super. Et là, maintenant? Oui, super, on t'entend. Merci, Carole. J'ai changé d'ordinateur. D'accord. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hop. Je, je venais de prendre l'antenne, mais t'as rien raté. C'est parfait. Bon bah voilà, bonjour à tous, je suis ravi d'être avec Monique. Monique, je te laisse te présenter puis avant qu'on attaque le sujet du design fiction. Tout à fait. Donc voilà, merci pour cette invitation, Gabriel. Donc je suis Monique Large, je dirige l'agence Pollen Consulting, donc qui fait de la prospective. Donc je fais de la prospective depuis une vingtaine d'années. En fait, j'accompagne des directions marketing dans l'anticipation de leur évolution sociétale, technologique, environnementale, pour identifier justement ensemble des leviers de croissance de leur marché. Et pour cela, je m'appuie sur une expertise de la veille stratégique, mais aussi d'identification, décryptage de tendances de leur marché. Et plus récemment, dans la formalisation de ces tendances par le design fiction. Donc c'est là où on va rentrer effectivement dans le vif du sujet, donc en fait qui est en fait l'étape suivante. D'accord. Voilà, ce qui permet à chaque fois d'apporter en fait des regards nouveaux sur l'évolution du marché de mes clients. Donc, des grilles de lecture un peu nouvelles, on va renouveler l'intérêt. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le design fiction? Parce que personnellement, j'avais jamais vraiment entendu ce terme auparavant. Oui, alors en fait, j'avais fait un petit quiz, mais on peut le faire tout à l'heure après, effectivement, parce que il est peu connu, alors que en fait, c'est une pratique du design qui circule déjà depuis. Si tu veux, je peux lancer le quiz, hein. Oui, tout à fait. En fait, c'est pour savoir un peu, C'est parfait. est-ce que voilà parmi les auditeurs là, enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez, ce que c'est le design fiction, quoi, parce que c'est donc un petit quiz pour savoir déjà, et puis je vais me baser là-dessus pour expliquer. En fait, oui, il est lancé, c'est ça? Je sais pas, je le vois Je pas. crois qu'il est lancé, ouais, ouais, mais c'est normal, c'est plus pour les participants qui le voient. D'accord. Donc en fait, oui. Donc est-ce que le design fiction c'est un mystère total? Effectivement, on entend parler maintenant, mais peut-être encore dans des cercles assez restreints. Alors est-ce que c'est un genre littéraire qui a du style pour ça parce qu'on dit design fiction, ou est-ce que c'est un parent proche du design thinking parce qu'effectivement on confond design fiction et design thinking. Je vais expliquer en quoi. Ou est-ce que ça ressemble à de la science-fiction? Effectivement, donc voilà, est-ce que on a un petit retour sur On est à 100% sur un parent proche du design thinking. Ah oui, voilà, tout à fait. Bon, super. Alors, je vais expliquer qu'en fait, il n'y a pas de, voilà, toutes les réponses sont ni vraies ni fausses. Il y a un peu de tout. Donc, effectivement, l'histoire du mystère. Donc, c'est sûr que on en parle déjà depuis les années 2000. En fait, donc c'est le plus simple en fait, c'est de montrer un exemple. L'exemple le plus emblématique, donc je vais vous montrer là, c'est une dent connectée, vous voyez. Voilà. On m'avait dit pas de PowerPoint, mais je vais vous montrer. Voilà, c'est la dent connectée de James Auger et Jimmy Loiseau en 2002. En fait, c'est une dent qui permet donc d'implanter en fait un téléphone dans l'implanter en fait une connexion et qui a été imaginée dès les années 2000. Et donc ça fait donc c'est une technologie qui était émergente bien sûr, mais qui n'était pas encore
voilà, encore on avait des téléphones avec fil, etc. Donc c'était encore très émergent. Donc cet objet-là, il a été présenté comme quelque chose de vrai, quoi, comme un vrai objet. Et en fait, c'était un objet qui posait débat parce qu'il y en a certains qui se disaient ah mais super, enfin des traders par exemple qui trouvaient que d'avoir une connexion 24 heures sur 24 c'était super, et d'autres qui disaient mais jamais de la vie on aimerait être connecté comme ça 24 heures sur 24. Donc bon, et c'était donc en fait le principe, ça illustre bien ce que c'est le design fiction, c'est-à-dire que on va incarner en fait ce qui est en train d'émerger en termes de technologie pour en faire un objet de débat. C'est-à-dire, ça permet en fait d'explorer les implications futures de nos évolutions, qu'elles soient technologiques ou autres, et d'en faire en fait autour d'un objet concret. Bon, ça peut aussi être une histoire, bien sûr, mais là c'est un objet pour faire débat et pour avec les différentes parties prenantes pour voir, pour comprendre vers où va le monde et puis et d'imaginer ensemble peut-être des alternatives qui soient plus souhaitables pour chacun. Donc c'est vraiment c'est ça. Donc depuis 2009, Julian Blicker, donc plutôt un artiste, a théorisé le design fiction. Donc c'est un ouvrage qui circule sur internet, il est téléchargeable librement. Et puis il y a aussi d'autres des designers qui se sont qui ont théorisé ce pan comme du Nerabi et qui ont plutôt posté ça sous le forme, ils en ont fait on parle aussi de design spéculatif ou de design critique. En fait, c'est le design qui est utilisé pour poser en fait un regard critique sur la société, sur l'évolution de la société. Il y a quelques temps, tu m'entends pas? On entend un peu parler, mais c'est plus pratiqué dans des milieux soit universitaires, soit de recherche, soit vraiment de design, et quelques rares pionniers entreprises l'utilisent actuellement. Monique, donc, tu m'entends ce qui pas? vient donc effectivement au point du design thinking, là où c'est intéressant, c'est que effectivement depuis récemment, le design thinking, ça permet en fait de faire rentrer le design en entreprise et donc de mettre en évidence vraiment le rôle du design et son l'apport du design dans l'entreprise au-delà du design tel qu'on l'imagine dans la culture populaire pour faire joli, quoi, le design style. J'explique un peu ce que c'est le design thinking ou Tu m'entends ou pas? Je pense que tu ne m'entends plus. Oui. Tu m'entends? J'entends pas. Gabriel? Oui. Tu ne m'entends pas, effectivement. Tu peux mettre le son? Tu m'entends ou pas? Non, j'entends pas. Tu m'entends? Allô? Allô? Ah non, j'entends plus rien. C'est pas vrai. Ah là. Bien, je pense que tu vas l'entendre. Ah, Et là? oui, là, ça y est, c'est bon. Super. C'est trop stressant. J'ai essayé de t'interrompre tout à l'heure. Mais ce que je te demandais, il y a quelques semaines, il y avait les armées qui avaient communiqué autour d'un livre blanc qui projetait la guerre du futur avec différents scénarios. Est-ce que ça rentre dans le design fiction? D'accord. C'est la Red Team Défense. Donc c'est super intéressant parce que c'est un cas du coup très médiatisé du design fiction et qui met du coup cette discipline en avant. Effectivement, le ministère de la Défense a embauché une dizaine de scénaristes de science-fiction. Donc c'est pour ça que c'est assez proche de la science-fiction aussi, des auteurs de science-fiction, pour imaginer des futurs contextes, environnements auxquels l'armée sera confrontée prochainement. Et donc tout ça
les premiers épisodes sont accessibles librement. Et donc voilà, donc c'est assez intéressant de voir ces univers. Alors, c'est quoi les autres cas d'usage? Parce qu'on se dit, oui, pour l'armée, c'est pas mal, ils ont besoin de se projeter dans le futur, etc. Comment une entreprise plus classique, plus modeste, avec des budgets moins conséquents, peut faire ce même exercice et pourquoi? Dans quelle situation? Alors effectivement, donc moi personnellement, j'ai travaillé avec un salon qui est le marketing du point de vente. Donc pour imaginer justement des scénarios du retail de demain. Donc on a fait des retail fiction avec des et si. Alors là, et si il y avait plus de plastique, et si tout était livré. Enfin voilà des scénarios, enfin des hypothèses un peu catastrophes en apparence pour en fait présenter après des solutions plus des opportunités. Et donc par exemple, et si tout était livré, ben c'est sûr que les professionnels, ceux qui aménagent les points de vente et mettent en scène la marque sur les points de vente, bon bah il faut qu'ils changent de métier. Donc on a imaginé, ben oui, là peut-être ce serait intéressant de mettre en scène le livreur et le moment de la livraison et de faire donc un marketing du point de livraison. Et donc on a fait toute une histoire autour de ça. Donc effectivement, ces histoires, même si l'armée a embauché une dizaine d'auteurs de scénarios, on peut faire cet exercice aussi avec un designer, hein, donc simplement, ou enfin voilà comme ou des voilà toute une démarche d'explorer en fait ces tabous qui sont les what if, hein, si effectivement ces scénarios pouvaient être, enfin ces possibilités pouvaient se présenter. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qui pourrait remettre en question ou ouvrir des nouvelles pistes en réponse. Donc c'est voilà, vraiment un travail de création, hein, de créativité, de classique, hein, mais avec des outils qui peuvent à la fois venir du design thinking, hein, sinon, ou de l'intelligence collective. Enfin justement, comment on met en place une démarche de design fiction? Est-ce que, comme l'armée, on fait bosser des auteurs de science-fiction? Est-ce que ça se fait, comme tu l'évoquais à l'instant, en intelligence collective avec des scénaristes autour de la table ou je sais pas qui autour de la table pour se projeter? Enfin. Alors en fait, c'est ça, c'est contrairement au design thinking, le design fiction n'est pas formalisé, c'est-à-dire qu'il y a autant de pratiques de design fiction qu'il y a de pratiquants, enfin de personnes qui le pratiquent. On a chacun notre façon de procéder, hein, ça peut être vraiment des démarches artistiques comme des démarches plus structurées. Par exemple, il y a une façon de procéder que je trouve assez intéressante, c'est avec des jeux de cartes où on a en fait, on peut faire des associations forcées. Donc par exemple là, je travaille avec ce jeu de cartes où on a une série de situations du futur telles qu'on pourrait l'imaginer, voilà par exemple la disparition des réseaux, Internet, le fait d'être dans un environnement de vieillissement de la population, une migration massive, c'est différentes façons dont on peut envisager la situation de demain. Et la mettre en parallèle avec une technologie de rupture hein, qui pourrait être le corps augmenté, l'impression 4D ou je sais pas, ou les NFT. Et puis aussi avec une partie prenante, un hacker, un transhumaniste, un gamer. Et qu'est-ce que ferait un gamer dans cette situation? Qu'est-ce que ferait un transhumaniste dans cette situation? Donc voilà, on peut en fait créer des scénarios, impulser des scénarios avec des jeux de cartes par association forcée. Et à partir de ça, déjà voilà. Sortir en fait, c'est ça le principe du design fiction, c'est qu'on sorte du business as usual, de la ligne toute tracée qu'on s'imagine être le futur, alors qu'il y a une infinie possibilité et nous en tant que praticiens, on est là pour faciliter cette ouverture
avec les outils qu'on a. Hein, donc, et dans l'objectif après de le formaliser sous forme d'un objet ou d'un scénario, ou d'une histoire, enfin quelque chose qui est crédible et auquel en fait, à partir duquel après on peut discuter, engager une discussion avec les parties prenantes. D'accord. Et c'est Joël qui dans le chat nous propose un autre exemple pour les transports plus de réseaux cellulaires. Si tu peux préciser ta demande, Joël, ou Un autre exemple pour les transports plus les réseaux cellulaires. C'est-à-dire qu'effectivement, par association forcée, on peut effectivement tirer une carte. Voilà, on est dans un univers, dans un environnement de transport de demain qui pourrait être par exemple les transports doux. Mais enfin, c'est déjà, enfin, on a déjà ça en immergence, mais si et comment les réseaux cellulaires pourraient faciliter ces transports doux. Je ne sais pas. Enfin bon, là il faudrait qu'on fasse le jeu il y a Joël qui nous dit s'il n'y a plus de 4G ou 5G par exemple. Alors oui, comment on va utiliser les trottinettes connectées? Ça, c'est une bonne question. Ça peut être intéressant. Mais oui, justement, c'est ça qui permet, en fait, on remet à plat en fait toutes nos certitudes, parce que effectivement, on est dans un monde incertain où tout peut être possible. Et donc comme le dit là, j'aime bien cette citation de Michel Pébébro, l'ex PDG de BNP, qui dit qu'en fait lui il adore la science-fiction, lire la science-fiction parce qu'il est préparé à tout. Comme ça, et voilà, il est rentré en fait dans l'imaginaire de tellement d'histoires de science-fiction qu'il est prêt à tous les possibles. Et donc c'est ça qui permet en fait, c'est une sorte d'agilité qu'on peut s'entraîner à cette agilité de prévoir des possibles futurs qu'ils adviennent ou pas, mais en tout cas après on est prêt à pouvoir pivoter. Enfin voilà, si on dit ce mot de start-upper. Je suis un peu troublé par les problèmes techniques pour faire les relances. On a parlé de qu'est-ce que c'était, de comment on le fait. Tu nous as donné quelques exemples. Sur quel angle je peux te relancer? Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, je sais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, pour le marketing, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on voit aujourd'hui que les entreprises sont très centrées sur le court terme, et comment les amener justement à s'engager dans ce travail sur la projection du futur. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que ça, c'est vraiment un point très important sur lequel le design fiction peut aider, parce que on parle en théorie, enfin, du manager ambidextre, qui doit être à la fois dans le court terme et le long terme. Or aujourd'hui, on voit bien dans les entreprises qu'on est extrêmement focalisé sur des actions du court terme, y compris dans l'innovation. On est vraiment dans de l'innovation incrémentale, alors que le futur est extrêmement complexe, enfin extrêmement présent. Donc là, c'est vraiment un point sur lequel je pense que design fiction peut apporter. Mais comment faire passer ce message que c'est un outil, ça reste un peu le sujet. Ouais, tu vas te retrouver dans des situations qui peuvent poser des questions en termes de retour sur investissement, de termes effectivement, les entreprises sont pas calées sur un temps long, on est sur des rapports financiers trimestriels. Donc il y a quand même, j'ai l'impression, moi je sais que mon père était à la RATP et qu'il y avait une cellule de prospective à la RATP, mais j'ai pas l'impression qu'énormément d'entreprises peuvent se permettre d'avoir ce type de cellules et de réflexion, y compris dans des départements innovation.
tout à fait. Oui, donc c'est vraiment un point. C'est pour ça que c'est intéressant de voir que ça peut aussi déboucher, effectivement, cette réflexion déboucher à des réalisations, enfin à des opportunités qui peuvent être implémentées tout de suite. Si je prends l'exemple du marketing point de vente et de la fiction qu'on avait imaginé sur et si tout était livré et donc cette façon d'augmenter le, le moment de la livraison avec de la réalité augmentée. Et donc ça a été pris en compte. Il y a un des exposants qui trouvait ça super et qui l'a proposé à son client. Donc là, en l'occurrence, Emosia, les lampes Berger. Ils en ont fait un prototype, hein, donc d'une lampe avec une réalité, un module de réalité augmentée qui permettait en fait lors de la livraison d'avoir une sorte d'hologramme d'un personnage qui expliquait en fait la façon de fonctionner de la lampe, mais aussi l'univers de la marque. Et en fait, par la suite, j'en ai rediscuté après avec le directeur d'innovation d'Emosia, c'est-à-dire que l'hologramme c'était un peu très compliqué à mettre en œuvre, mais ça leur a en fait débloqué après eux des idées. Enfin, ils ont lancé après toute une mise en scène de la livraison, de la réception, de l'unboxing, hein, comme on dit, pour pouvoir mieux accompagner l'utilisation qui est quand même assez complexe de ces lampes. Donc même si on se projette dans le futur, ça peut avoir aussi des répercussions assez rapides, hein, sur des idées qu'on peut mettre en place rapidement, quoi. Ouais. Est-ce que et justement, comment tu gères ce rapport entre l'anticipation et le présent? Comment organiser en fait des allers-retours pour que ce soit efficace, utile plus rapidement en fait? Oui, bah pour l'instant, en fait, j'ai pas trop la main là-dessus parce que c'est sûr que je produis des fictions ou je coproduis des fictions avec mes clients. Après, bon, bah c'est diffusé ou c'est utilisé par les personnes qui se sont qui ont trouvé une utilité dans ces fictions. Après, c'est intéressant effectivement avec Emosia. Ben, j'aimerais bien continuer sur ce sujet parce que je trouve que le fait d'avoir utilisé cette fiction sur le point de vue technique, c'est intéressant, mais est-ce que ils peuvent aussi travailler sur comment on pourrait mettre en scène ou valoriser le livreur sans forcément avoir recours à la technologie. Donc je pense que ça ouvre toujours, les fictions en fait ouvrent énormément d'idées qui sont pas forcément exploitées encore en entreprise. Encore faut-il que il y ait une envie d'être accompagné sur ces points en interne. Si on devait faire une fiction autour de notre métier d'agence, tu ferais quoi comme... Enfin, tu l'orienterais comment? C'est quoi l'avenir du métier d'agence? Comment ça peut se dessiner? Quelle est la place? Alors oui, donc ça serait super intéressant de faire cet exercice, hein. Donc faire émerger déjà les tabous, les enjeux, les points de rupture qui pourraient exister, déjà de les soulever, et puis d'imaginer donc toutes les hypothèses, hein, les what if, qu'on pourrait en faire émerger, et à partir de ça, voir comment on pourrait décadrer, trouver d'autres façons de répondre à ces hypothèses ou à ces what if, pour
pour changer le métier ou pour faire évoluer le métier, ou en tout cas mettre en avant en fait aussi toutes les questions un peu sociétales, éthiques, technologiques qui viennent aujourd'hui rentrer en résonance avec nos métiers. Donc c'est vraiment un processus. Là j'ai pas d'idée sur comment quelles pourraient être ces fictions, mais je pense que c'est vraiment un processus complet, quoi. Ouais. Enfin, moi, dans les tendances qu'il y a autour des agences, il y a cette compétition de plus en plus forte de la part des cabinets de conseil qui rentrent sur le métier d'agence. Il y a aussi tous les aspects aujourd'hui des plateformes de type Malte qui désintermédient en fait le métier d'agence entre des freelances et directement les entreprises. Il y a aussi une tendance à l'internalisation des compétences. Est-ce que dans un travail de cette nature, on peut imaginer qu'il n'y ait plus d'agence ou qu'est-ce que doit devenir l'agence? Enfin, typiquement, c'est des questions que je me pose, c'est des questions sur lesquelles je me suis projeté aussi il y a quelques années quand j'ai changé l'organisation de l'agence Minute 30, pour s'axer plus sur des consultants et sur des talents extérieurs, et garder en revanche le métier de plombier porté par les chefs de projet. Enfin voilà, ça m'intéresse d'essayer de creuser cet exemple-là, et puis dans les exemples, dans le chat, il y a aussi d'autres questions que je te remonterai dans quelques minutes. Oui. Donc oui, effectivement, c'est intéressant du coup de se dire aussi, en plaçant en fait l'horizon de temps, c'est-à-dire par exemple en 2030, à quoi pourrait ressembler une minute 30. Ça pourrait être quoi? Si on fait l'hypothèse d'une situation future, voilà, de désintermédiation totale, et en entrant effectivement tous ces points dont tu parles tout à l'heure, donc et de se dire en 2030 ça pourrait ressembler à quoi? Donc c'est vraiment un exercice à faire, et puis l'incarner à partir d'un personnage, dire voilà, à la place vu d'un influenceur ou vu d'une partie prenante, comment on pourrait vivre cette agence du futur dans ce contexte du futur, ou avec cette technologie de rupture. Donc voilà, on pourrait construire en fait ce type de scénario, tester, l'explorer. Voilà, ça peut être intéressant. Alain nous demande, est-ce que vous avez un exemple dans les labs innovation? Les labs innovation, c'est-à-dire de comment ils utilisent le design fiction dans les labs innovation, je pense. Alors moi, ça me fait penser, en fait, donc vraiment dans les pionniers de ceux qui utilisent le design fiction, il y a EDF. Donc ils ont le design assez dynamique. Et donc effectivement, ils utilisent le design fiction depuis 2003 dans leur lab, donc innovation, je suppose. Et en fait, le design fiction pour eux, c'est vient pour challenger en fait les postures internes. C'est-à-dire qu'ils ont un service qui s'occupe des tendances à 15 ans, etc. Et le design vient là en fait pour formaliser, incarner ces tendances, et donc en les formalisant, pour challenger en fait les postures, les croyances. Ça tourne beaucoup autour du humain, hein, bien sûr, mais voilà, donc un exemple d'utilisation du design fiction en lab inno. Enfin, est-ce que ça répond à la question? Je sais pas. Si, Alain confirmait que c'était le bon sujet. Il y a Harry qui nous pose la question, est-ce que vous êtes contacté par des producteurs de films ou de séries de science-fiction pour intégrer dans leurs films ou séries vos idées et concepts?
Ça serait intéressant, oui, bien sûr. Je suis en contact avec quelqu'un, mais pour l'instant, non, pas. Peut-être. Et c'est quoi vous travaillez sur quoi? Non, mais pour l'instant, il n'y a pas de thème. Et effectivement, je suis en contact avec une personne qui travaille dans les scénarios de séries à la télé et qui était très intéressée par cette démarche de design fiction. Mais pour l'instant, c'est juste un échange de bonnes pratiques. Ça n'a pas donné lieu à plus, mais c'est vrai que c'est assez connexe et on a des choses à nous dire. C'est un processus de construction de scénarios. Donc c'est assez proche. Et c'est vrai que dans les séries aujourd'hui, on est beaucoup dans les dystopies, dans les séries. Et ça aussi, c'est un sujet. C'est-à-dire, est-ce que les dystopies, donc ça fait peur. Est-ce qu'en faisant peur, est-ce qu'on va justement mobiliser, embarquer des personnes dans le futur? C'est plutôt les dystopies, nous détournent plutôt du futur. Donc, en termes de design fiction, on essaye de pas faire de l'utopie non plus parce que là personne n'y croit, mais de rester en fait dans l'entre-deux, dans une zone un peu grise, donc pour à la fois mobiliser, mais pas effrayer, mais aussi donner des aspects positifs, et puis surtout encourager le débat parce que voilà les dystopies des uns peuvent être désirables pour d'autres, donc c'est toujours dangereux. Harry nous dit, les Américains ont une agence d'État, The Science and Entertainment Exchange, uniquement dédiée à infuser Hollywood avec la tech et les deep tech made in US. Super, je ne savais pas, merci. C'est intéressant, oui, tout à fait. Mais oui, la science-fiction, je pense que c'est ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est qu'on vit encore sur l'imaginaire en fait de la science-fiction des débuts quoi, des années 30 ou 40, et puis et qu'on a un peu l'impression de plus arriver vraiment à se renouveler. La voiture volante, elle est toujours présente dans l'imaginaire. On a toujours, enfin, elle va peut-être arriver un jour, mais comme si on était un peu en panne d'imaginaire. Donc c'est en ça que la design fiction est là aussi pour voilà, recréer des imaginaires, repenser le futur avec d'une façon nouvelle. Et l'axe écologique, justement, on voit bien avec les enjeux climatiques où il faut changer fondamentalement notre façon de vivre. Là aussi, on est en train de construire des nouveaux récits pour rendre justement ce futur qui est moins anxiogène et en tout cas désirable. Et on est vraiment à fond dans la construction d'un imaginaire qui entraîne, quoi, qui engage. Harry, j'ai été voir ton profil là sur LinkedIn, si je me suis pas trompé. Ce serait intéressant, le cas échéant, que tu interviennes. Tu peux lever sur la main SIC pour que tu nous présentes ce que tu fais, ton point de vue, le cas échéant, et que ce soit plus interactif. Il suffit de lever là-dessus et si tu veux intervenir, de nous faire ce retour-là parce que c'est intéressant. Monique, il y a d'autres points que tu souhaites aborder? En fait, il y a deux façons de procéder en termes de design fiction. Soit on est dans de la co-construction de fiction, donc avec dans une démarche d'intelligence collective, ou alors c'est dans l'exploration, c'est-à-dire que on va prendre une collection de design fiction et on va les utiliser pour débattre entre parties prenantes et explorer ces différentes possibilités pour ouvrir de nouvelles opportunités, pour projeter ou pour embarquer les personnes dans le futur. Voilà, c'est un peu les deux options qui existent aujourd'hui sur ce sujet. Super, j'ai l'impression que Harry essaye de nous rejoindre. Ah oui, super.
Et on va voir s'il arrive à nous rejoindre. On a quand même des soucis avec la plateforme aujourd'hui. Ah oui, c'est dommage, oui. Je comprends pas pourquoi j'ai des problèmes d'image de mon côté, parce que mon retour caméra est bon, et dès que j'allume la caméra, vous voyez rien. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Moi, je me vois très bien. Je me trouve très beau, mais ça marche pas. Voici Harry qui nous rejoint. Est-ce que lui, sa caméra marche? En tout cas, ta caméra, Monique, marche très bien. Moi, j'ai une bonne image. Merci à Gabriel de m'avoir prêté son ordinateur. Bonjour Monique, bonjour Gabriel. Merci de m'inviter comme ça sur le pouce à vous rejoindre. Donc, quand j'ai vu évidemment le titre de ce webinaire, j'ai de suite voulu être en live. Parce qu'en général, je regarde les webinaires de Gabriel en différé. Mais là, il fallait absolument être là parce que le design fiction, c'est quelque chose de vraiment très important. Donc, merci beaucoup. Tu te présentes et tu nous dis ce que tu fais et pourquoi c'est si important pour toi? Oui, avec plaisir. Écoute, moi, je suis scientifique de formation. J'étais rechercheur. Ensuite, très rapidement, après ma carrière de chercheur, j'ai bifurqué vers le conseil pour les entreprises innovantes. Et donc, j'ai travaillé en tant que consultant en stratégie d'innovation et puis pour un fonds en Angleterre. Et aujourd'hui, on va dire, je me consacre à aider la deep tech à accéder plus rapidement au marché. Et évidemment, toutes les techniques, on va dire, de prospection, de futurologie et de design fiction sont éminemment importantes. Et donc voilà. Et donc c'est quelque chose, je m'y intéresse. Alors de manière un peu amateur, évidemment, c'est pas mon métier, mais donc je m'y intéresse très fortement parce que c'est, j'ai envie de dire, par rapport à des startups low-tech. Qui, eux, ont plus besoin d'approches plus humaines basées sur le customer discovery pour se rapprocher du marché. Les startups deep tech ne peuvent pas, évidemment, puisqu'on est très loin du marché, on est sur de la technologie qui n'a pas encore, je dirais, parfois même d'application. Et donc, il faut aller vers d'autres schémas pour les rapprocher, on va dire, du marché. Et les design fiction et par extension, j'ai envie de dire la science-fiction sont quand même des approches très intéressantes. En Europe, et particulièrement en France, je pense que l'héritage cartésien nous plombe, et ça je le dis sans ménagement, malgré tout l'admiration qu'on peut avoir pour l'immense penseur qui était donc Descartes, mais son héritage sur notre manière de penser nous plombe parce que ça nous coupe d'une partie du cerveau, la partie émotionnelle, la partie imaginative, et donc, alors que eux, les Américains, ils concilient les deux, et donc ils ont, à travers leur cinéma et leur production audiovisuelle, cette manière d'évangéliser leur technologie au monde. Et c'est pour ça que d'ailleurs, par exemple, nous, on invente des choses formidables, mais on finit par les octroyer des licences à des firmes américaines qui nous les revendent quelques années plus tard, et on est ravis de les acheter parce que c'est made in USA. Voilà. Tu penses à quoi? Là, je pense par exemple à des compléments alimentaires. C'est très drôle. Hein. Hier, j'étais en train de regarder des compléments alimentaires sur des antioxydants, et je tombe donc sur un site américain qui s'appelle, pour ne pas le nommer, c'est eHerb, c'est vraiment le leader des compléments alimentaires. C'est une plateforme de revente. Hein. Et donc, je tombe sur un complément alimentaire et dedans, je vois graines de pépins de vigne, de vigne française, avec un petit logo R. Et donc, par curiosité, je vais regarder. Et en fait, c'était vraiment quelque chose qui a été breveté en France, qui a été inventé en France, une méthode d'extraction des polyphénols des graines de pépins. Et tout ça, c'est made in France. Hein. Par contre, c'est la marque américaine leader qui nous les revend. Et ça, j'ai trouvé ça, vraiment, c'est un cas d'école. C'est-à-dire qu'on n'est même pas foutu de faire des comprimés en France. C'est quand même dingue. Mais bon, ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, une toute petite partie du problème. Mais ça c'est très significatif de l'ensemble. C'est-à-dire, demain, on a des voitures qui vont se conduire avec l'intelligence artificielle, vraisemblablement avec des algorithmes faits par des Français. Mais des voitures américaines. Voilà. Il faut vraiment qu'on se réconcilie avec notre imaginaire, avec la science-fiction, parce que c'est vraiment une manière de promouvoir nos technologies et nos inventions. Voilà, c'est un peu le côté cocorico. Tu peux remettre ton micro, Monique, je t'ai mis en mute à un moment parce qu'il y avait de l'écho. Je ne sais pas si ça venait de chez toi. Hop, tu l'as mis. Ça y est. C'est bon? On m'entend? Ouais, on t'entend. D'accord.
Oui, super, merci Harry. En fait, effectivement, c'est le fait, surtout sur ces technologies émergentes, ou voir on ne sait pas encore à quoi elles vont pouvoir servir, etc. C'est d'autant plus important justement de créer ce monde autour dans lequel ils pourraient s'insérer. Et de questionner justement les implications et de tester, enfin d'explorer ces implications. Et là, le design fiction peut être vraiment un levier super intéressant et pour tester aussi l'appétence non seulement auprès d'utilisateurs, mais d'industriels aussi, hein, tout simplement, hein, parce que voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de ces technologies. Est-ce que vous avez des questions à vous poser l'un l'autre, le cas échéant? Alors, moi, j'avais la question pour Monique qui était est-ce que vous avez été est-ce que vous êtes en relation avec des producteurs de SF? Donc, vous avez répondu que vous êtes en lien. Mais c'est vrai que la production SF, alors c'est même pas un problème français, hein, c'est un problème européen. Je veux dire, mis à part Black Mirror qui est la série phare anglaise, mais est-ce que les Anglais sont vraiment dans l'Europe? C'est un peu, on rigolait, on dit souvent que c'est une extension des États-Unis ou vice-versa. Je parle de la mentalité, hein. C'est évidemment, ils ont un mindset qui est un peu plus futuristique que le nôtre. Mais mis à part Black Mirror, qui est pour moi un chef-d'œuvre de prospective, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a à proposer? Et nos maisons de production en SF sont quand même assez faiblardes. On a de très bons romanciers, mais il n'y a pas de traduction, par exemple, dans de la SF en film ou en série. Parce que l'objet visuel, d'ailleurs, on le voit bien avec les designers, hein, ils utilisent beaucoup les animations 3D pour exposer leur réalisation, parce qu'il faut bien que le client prenne conscience de ce que va être le projet en réalité. Et il n'y a rien de mieux que les animations 3D ou un film ou une maquette où on peut voir en 3D, etc. Et le film, finalement, c'est une extension pour moi des outils que peuvent utiliser les designers pour exposer leur vision. Voilà. Oui, alors après Black Mirror, je suis pas tout à fait. Bon, c'est vrai que c'est un succès forcément, mais c'est vraiment très. On est vraiment dans la dystopie totale. On est plutôt enfin engendrer de la peur et d'avoir donc. Et je pense pas que ce soit constructif hein, pour le futur. Donc peut-être imaginer justement on a toute l'attitude aussi à imaginer d'autres façons de se projeter dans le futur qui seraient peut-être plus engageantes et là je trouve que effectivement ce qui se passe autour des mouvements écologiques est assez intéressant parce qu'on a tout un travail justement sur des imaginaires qui ne soient pas de la dystopie et qui soient et là tout est à construire. Hein. Effectivement, le vecteur film est très important parce qu'aujourd'hui on est dans une société où c'est un média qui touche énormément. Donc ça peut être un axe de différenciation, par exemple pour la production française, pourquoi pas. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire sur la partie un peu négative de Black Mirror, dystopie, qui fait peur, qui joue sur les peurs. C'est tout à fait vrai. Mais alors, comment expliquer le succès de Black Mirror? Parce qu'imaginons que le producteur avait choisi un axe positif pour sa réalisation. Je mettrais mon biais que ça n'aurait pas eu le même succès. La raison, c'est que c'est le cerveau humain, évidemment, structuré depuis des millénaires pour nous préparer à des dangers de la nature. C'est pour ça d'ailleurs que ça fonctionne, Black Mirror. Et j'ai envie de dire, s'il y a un parallèle aussi à faire avec les publicités, les avertissements sur les paquets de cigarettes, les photos très choquantes, etc., ça n'a jamais, là je parle sous l'autorité du professionnel du marketing qui est Gabriel, ça n'a jamais évité personne de fumer des cigarettes en voyant les photos horribles qu'il y a sur les paquets de cigarettes. Il y a même un effet contre-productif puisqu'on sait aujourd'hui que ça incite même des gens, puisque ça leur rappelle qu'ils ont c'est attaché à leur paquet de cigarettes, ça leur donne envie de fumer en plus. Donc c'est quand même assez fou. Donc pour Black Mirror, effectivement, c'est vrai que le message est négatif, le message est dystopique. Néanmoins, le cerveau humain se dit quand même, c'est quand même sympa.
C'est-à-dire qu'il va aimer le show pour le côté frisson, le côté dystopie, mais en même temps, de manière inconsciente, alors comment ça fonctionne, c'est très compliqué, de manière inconsciente, le cerveau humain va aller rechercher dans ces technologies, va quand même se le dire, ah, c'est quand même pas mal ça pour moi. Pour moi, avec un grand M, mon nombril. C'est-à-dire qu'il va passer outre le côté dystopie négative pour la société, il va se dire, tiens, cette technologie, elle est pas mal quand même pour moi. Et c'est en ça que même une série avec un axe, avec une ligne négative portée sur le côté dystopie, bah, ça peut aussi avoir un côté positif pour permettre aux gens de se projeter dans des technologies qui vont peut-être un jour arriver. Moi, je suis d'accord dans la mesure où il y a un débat, où on peut en débattre. Après, j'ai entendu Max Molon, qui est aussi un des pionniers du design fiction et qui, entre autres, gère le Design Fiction Club à la Gaîté Lyrique. Et en fait, il enseigne beaucoup. Il enseigne le design fiction, notamment en Chine. Et puis il disait qu'en fait qu'il a arrêté de présenter les dystopies parce que en fait ce que nous trouvons dystopique et qui fait peur, ben, dans d'autres cultures, dans d'autres endroits, ils trouvent ça plutôt attrayant et prêt à réaliser aussi ces dystopies. Donc on n'a pas forcément envie de promouvoir ces orientations. Donc c'est voilà. Puis enfin quand j'avais présenté là dernièrement aussi chez Orange, j'avais présenté les fictions de la Red Team Défense. Là aussi, on est pas mal dans la dystopie et la réaction à la fin aussi. Mais pourquoi faut avoir autant, enfin, faut faire aussi peur. Ça donne pas envie d'en savoir plus. Enfin, je pense qu'il y a quand même des réactions aujourd'hui un peu voilà, pas de ras-le-bol, mais des phénomènes de rejet de ce futur qui est aussi noir et qu'on a besoin justement d'ouvrir des horizons alternatifs à ça. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous avez d'autres éléments à rajouter? Un dernier mot. Ouais, vas-y. Ouais, j'aimerais juste rajouter un dernier mot pour aller dans le sens de Monique. Effectivement, 90%, on va dire, des œuvres de science-fiction, films ou séries sont, on va dire, anxiogènes ou font peur. Bon, parce que ça marche. Mais alors, je voudrais juste recommander une série de SF qui est merveilleuse. Ça s'appelle Eureka. Alors là, c'est feel good, hein. C'est 100% feel good, mais c'est formidable parce que de A à Z, bon, évidemment, c'est backé par l'agence américaine que j'ai citée, mais l'idée, il n'y a pas du tout de dystopie là. Là, c'est vraiment, on est dans un futur radieux. En fait, pour le pitcher rapidement, c'est un village construit par les Américains pour y mettre tous les cerveaux les plus brillants de la planète, scientifiques et ingénieurs. Et bon, évidemment, tout ça, c'est un peu scénarisé pour que ça soit plaisant, mais c'est vraiment feel good, c'est pour les enfants et les familles, c'est vraiment formidable. Donc voilà, je vous le recommande. C'est sur quelle plateforme? J'indiquerai les liens. Je sais plus, c'est une vieille série. Hein. D'accord. Je partagerai les liens avec toi, comme ça tu pourras les. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous. Vraiment, Monique, je vous invite à y jeter un œil parce que c'est vraiment une merveille. Super, j'irai. Merci beaucoup, merci à tous. La semaine prochaine, on sera avec Virginie Vivier, une consultante de l'agence, pour parler de design thinking et de son rôle. Vous le savez, on a adopté depuis maintenant, grâce à Virginie, depuis quelques années, toutes les démarches de l'intelligence collective pour construire nos plans d'action avec Acquisition Strategy Design, avec Customer Experience Redesign, avec 3 méthodes marketing pour les RH, avec Q2C Selling qui est sorti assez récemment autour des process de vente, et Brand Strategy Design qui va sortir fin mai. Donc voilà, on aura une collection complète. Merci beaucoup à tous. Salut Daniel, salut Laurent. Merci Monique, merci Harry pour ton intervention. Et merci aussi Joël.
Je vous souhaite un très bon week-end de Pâques à tous, à la semaine prochaine en espérant avec moins de problèmes techniques. À très vite. Au revoir. Au revoir.